Alors, bon, ben, bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Pour le moment, c'est Pierre Pajot qui sera à l'animation et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Félix Rose, pour son film La bataille de Saint-Léonard. C'est bien cela, Félix? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, on s'est pas trompé de film ni de personne, ça va bien. Écoute, moi, c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai 78 ans, là, juste pour te situer, là. Moi, j'ai vécu tout ça, là. Tout ce qui est dans ton film, là, c'est comme... je m'en souviens très bien avec Daniel Johnson, qui était quand même un homme admirable, hein, un bon Irlandais, et Bertrand et le monde de Saint-Léonard. Mais en tout cas, la question, peut-être, la première qui me viendrait, c'est que pour ton film, on peut utiliser un mot qu'on n'utilise pas souvent, mais c'est un film utile. Hein? Acceptes-tu l'idée que c'est un film utile? Ben moi, c'est ça mon intention. Tu sais, j'espère que c'est tout le temps en éclairant le passé de mieux comprendre le présent. Puis tu sais, vu que c'est un épisode tellement méconnu de notre histoire, mais pourtant tellement évocateur parce que au bout du compte, c'est ça qui amène à la loi 101. Puis que la loi 101, on en parle tout le temps, mais qu'il n'y a comme pas d'incarnation. Tu sais, les jeunes, ils savent pas d'où ça part, puis c'était quoi le Québec d'avant cette loi-là. Donc tant mieux si c'est utile, puis ça permet au moins de mieux comprendre de d'où on vient, là, de d'où on part, puis où on serait allé si on n'avait pas eu la loi 101. Ça, c'est assez clair dans ton film. Il y a un gros travail, hein, d'archives. Moi, j'étais assez impressionné par la quantité, la qualité. Tu as dû mettre du temps pour trouver des bonnes archives qui illustraient bien l'époque, les personnages. Ça a été... Ben, moi, ça m'a pris 7 ans, c'est sûr, 7 ans de recherche, là, tu sais, parce que les archives ici au Québec sont pas toujours forcément bien conservées ou bien cataloguées, tout ça. Donc, ça demande pas mal plus de temps pour y avoir accès, puis pour numérer tout ça, donc, numériser tout ça. Donc, ça a pris 7 ans. Puis ça a pris 6 mois de montage avec le monteur Michel Giroux, parce que on s'est ramassé avec une quantité assez impressionnante d'archives. Là, on avait plus de 500 heures, c'est sûr. Donc, l'idée, c'est de beau avoir le bon matériel, mais là, faut sculpter tout ça, cette matière-là. Donc, ça fait 6 mois avec Michel, puis c'est Michel, lui, le monteur, il a permis d'apporter du souffle à tout ça, là. Oui. Oui, c'est important, encore une fois. Puis il y a toute la question de la bande sonore. Hein. C'est évident, plusieurs moments, là. Pour moi, il y a un moment que j'ai facile à retenir, là, mais Pauline Julien qui chante Gilles Vigneault. Et en même temps, il y a des images de nos cours intérieures au Québec. Hein. Tout à coup, ça prend un relief, c'est comme si vraiment on ressuscitait, hein, une partie de notre histoire. Ben, c'est un peu qu'est-ce que j'essaie de faire avec l'archive, tu sais, c'est que ce soit pas au-delà des gens qui témoignent d'une époque, c'est qu'on puisse la ressentir, puis qu'on puisse la revivre comme un voyage dans le temps, pour ceux qui l'ont vécu, de revivre l'époque, puis pour ceux qui l'ont pas vécu, de comprendre comment c'était quoi l'effervescence, puis le bouillonnement, puis c'est sûr que les archives et la bande sonore aussi, parce que il y a de la musique, mais comme tu disais, Pauline Julien, il y a la musique de Marc Gravel, et souvent il y a des sons qu'on a, tu sais, souvent les archives d'époque étaient malheureusement sans son, donc Oui, il y a eu un gros travail aussi pour habiller au niveau sonore toutes ces archives-là, pour qu'on revive cette époque-là, tu sais. oui. Ben, tu réussis. Moi, en tout cas, j'avais l'impression de me replonger vraiment, une fois, à quelque chose que j'ai connu en partie. Par exemple, j'étais dans la manifestation McGill français et effectivement, nos policiers à Matraque, ils étaient assez actifs. Hein? Je te jure Oui, que oui, c'est la c'était... répression, hein. Il y avait vraiment une répression qui était en train de s'installer au Québec là, dans ces années-là. Ouais. C'est comme on parle de beaucoup de révolutions tranquilles, mais pour moi, la révolution tranquille était loin d'être si tranquille que ça, là. À la fin, on voit dans le film, tu sais, il y a des grosses émeutes, ça devient de plus en plus violent, là. Tu sais, on a eu des épisodes de violence politique au Québec, mais on en parle très peu. Oui, 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 on a eu, mais oui. Dans ton film, il y en a plusieurs qu'on voit effectivement parce que tu avais réussi à trouver des images. Donc, l'idée, c'est de remonter à peu près aux origines de la loi 101. Euh,
Ça aurait pu même remonter plus loin, hein? Tu aurais pu remonter dans les années 30, 40, puis on faisait des chansons sur notre difficulté de francophone à se faire hein, respecter. Mais je pense que Saint-Léonard, c'était particulièrement fort. Hein? Oui, ben c'est sûr que nous, on a une histoire assez complexe par rapport à la langue, justement, mais moi, je trouvais que Saint-Léonard, c'est vraiment là que la conscientisation s'est faite par rapport à la langue d'enseignement. Comme quoi que si tous les nouveaux arrivants, les immigrants arrivent au Québec et décident d'apprendre l'anglais, là, on risque une forme d'assimilation, surtout à Montréal. Puis la conscientisation, qui justement, ce qui mène à la loi 101, c'est faite à Saint-Léonard. C'est pour ça que je trouvais que c'était important de raconter cet épisode-là, parce que c'est vraiment là que tout a démarré. Ben, je pense que c'est assez convaincant. Faut absolument faire un arrêt. En fait, ton film est construit sur deux personnages, hein, si je peux dire. Il y en a un que moi j'ai bien connu, enfin, Monsieur Lemieux, ça va. À l'époque, il était déjà... il faisait déjà les manchettes, hein. Il avait déjà été identifié comme un trouble-fête et menait les luttes. Mais j'aimerais te parler aussi d'un Italien, M. Barone, hein? Oui, exact. Lui, c'est plus original. Ça, pour moi, c'était comme la découverte d'un monsieur de Saint-Léonard qui était pas anti-québécois, mais qui pensait qu'il fallait mener sa lutte hein, pour son groupe. Oui, mais c'est ça, c'est deux visions qui s'affrontent. Tu as la version peut-être plus collective de Lemieux qui dit si on laisse aller les écoles bilingues, l'anglais va l'apporter sur le français, puis on va se faire assimiler. Puis t'as la version plus du libre choix de Baronnet qui dit si on n'enseigne pas l'anglais à nos enfants, ils n'auront jamais accès aux meilleures conditions économiques puis aux meilleurs emplois. Puis les Italiens sont encore plus pauvres que les Canadiens français. Donc c'est vraiment deux visions puis deux personnages forts qui se sont affrontés pendant la crise. Là. Oui, tu as réussi à avoir des bonnes archives hein, pour ce monsieur Baronnet. Hein, on le voit souvent, on le voit quasiment en train de danser avec son épouse, bon, etc. Hein? Oui, ben j'ai eu accès au patrimoine familial des Baronnets et j'ai numérisé. Écoute, eux, ils gardaient toutes les archives dans leur sous-sol, j'ai tout numérisé ça. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les cinéastes de l'époque, ils allaient rarement plus dans l'est de Montréal. Là. Il y a très peu d'images de la construction de la ville de Saint-Léonard, tandis que Baronnet, qui a construit la ville, avait filmé tout ça. Donc, grâce à ça, j'ai pu montrer l'évolution de la ville, la construction de la ville, à travers toutes les archives qui appartenaient à la famille Baronnet. Moi, la question qui me vient, c'est que moi, jeune, je suis un vieux monsieur, il y avait des Italiens dans ma classe francophone là, quand j'avais 8-10 ans. Et ils étaient bien intégrés. Pourquoi à Saint-Léonard, il y a un problème d'intégration? C'était... ils voulaient, eux, absolument être anglophones, autonomes? Ben, tu sais, les Italiens, les communautés italiennes, c'est pas un bloc monolithique. Il y en a qui ont fait le choix du français. Puis les premières, mettons, il y a eu plusieurs vagues d'immigration. Je disais que les deux premières, la majorité sont allés à l'école française. C'est surtout la troisième vague qui arrive après la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est sûr qu'à Saint-Léonard, tu sais, c'est une ville qui est construite par un Italien et dont la population est devenue italienne à 40% en peu de temps. Donc, puis ces gens-là, comme je disais, eux, ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas contre le français. C'était pas un rejet du français en tant que tel. Pour eux, c'est important de l'apprendre. Oui. Mais c'était vraiment... c'est sûr que le fait d'avoir des écoles bilingues, ça attirait des gens de la communauté italienne parce qu'eux, ils percevaient, ils comprenaient que la langue des affaires, c'était l'anglais. Donc, c'était très important pour eux de l'apprendre. Tu sais. Oui. Mais avec au moins la loi 101... Félix, tout cela a changé parce que maintenant, quiconque sait que avec la langue française, on peut aussi faire beaucoup de choses et construire, etc. Ben, je pense que la loi 101, tu sais, après, tu sais, les Canadiens français, les Québécois, ils ont progressé beaucoup en 50 ans. Tu sais. Mm-hmm. À l'époque, le français, c'était associé à la langue des pauvres. Là, aujourd'hui, tu parles français, c'est plus un obstacle à ce que tu améliores tes conditions économiques aussi. Donc, c'est fou tout le progrès qu'on a fait en une cinquantaine d'années. Puis c'est sûr que
la loi 101 fait partie de de ce progrès-là, tu sais. Ah oui. C'est évident que ça a changé beaucoup de choses. Je l'ai vécu moi aussi. Hein, moi, quand j'étais jeune, j'avais des amis francophones qui allaient à l'école anglaise parce que c'était comme permis. Et, euh, et après, ben là, on a été capable des franciser. Hein, encore plus, un peu mieux, oui. Mais c'est sûr que la loi 101 que ça a fait, c'est que les nouveaux arrivants devaient s'instruire en français, donc ça a créé les enfants de la loi 101. Donc, je pense que ça a permis de freiner l'anglicisation de Montréal, là. Hmm. Dans le film, il y a beaucoup de questions du Bill 63. Hein? Ouais. Peux-tu nous rappeler un peu? Moi, je l'ai vécu. Donc, Ben, c'était la lutte. Vas-y, raconte-nous ça. ouais, ben le B63, dans le fond, là, c'est que quand il y a eu la crise de Saint-Léonard, parce que Saint-Léonard, tout part du fait que les francophones ont voulu mettre fin aux écoles bilingues à Saint-Léonard. Il y a eu une élection scolaire et les francophones ont gagné l'élection scolaire. Ils mettaient fin aux écoles bilingues. La communauté italienne l'a pas pris et a décidé, entre autres, de faire des classes clandestines, de s'éduquer dans des duplex. Là, le gouvernement se retrouve un peu avec cette patate chaude-là, puis il dit qu'il faut qu'on règle ça vite. Puis le premier ministre de l'époque, Jean-Jacques Bertrand, qui était de l'Union nationale, qui avait une certaine pression de la communauté anglophone et la communauté des affaires, dit OK, on va régler ça vite en faveur un peu de la communauté italienne pour dire on va faire une loi, le Bill 63, qui est pour le libre choix. Donc, dans le fond, même si on suggère aux parents de choisir le français, ça reste que c'est les parents qui choisissent comment instruire leurs enfants. Mais là, ça n'a pas passé auprès des francophones, parce que les Non. francophones ont été très insultés de cette loi-là. Les Italiens, malheureusement, sont devenus un peu le bouc émissaire de la crise, parce que là, on leur reprochait, on disait c'est de leur faute, donc ça crée un schisme entre la communauté italienne et les francophones du Québec. Et cette loi-là, très impopulaire, a causé de nombreuses émeutes un peu partout au Québec, des attentats à la bombe chez les baronnets, ça l'a vraiment dégénéré. Et, ultimement, ça a causé la fin de l'Union nationale. Ils ont perdu l'élection, mais ça a tué le parti aussi. Mm. Mais le Parti libéral n'a pas changé grand-chose. Mais le Est-ce Parti que Robert libéral, Bourassa a fait quelque chose d'un peu mieux? ben, le Robert Bourassa, lui, est arrivé avec, il a aboli la loi 63 et il a fait la loi 22 qui faisait la langue officielle, que le français était la langue officielle, mais il y avait comme eu une idée très impopulaire de test linguistique pour voir est-ce que les immigrants vont à l'école française ou anglaise. Mais ces tests-là faisaient que les étudiants, les immigrants, ils trichaient pour aller à l'école anglaise. Donc, encore une fois, ça a été mal reçu par les francophones. Ça a contribué, entre autres, à la défaite de Bourassa et à l'élection du Parti québécois qui a finalement réglé la question après presque une décennie de déboires sur la langue avec la loi 101. Ouais. Pour revenir aussi à nos deux personnages, en fait, ton film essaie de faire découvrir, redécouvrir, valoriser le travail de Monsieur Lemieux. Hein? Ben, pour C'est moi, c'est notre héros, guillemets, pas guillemets, d'une certaine façon. pour moi, c'est un remarquable oublié. C'est quelqu'un qui s'est battu pour ses idéaux, ses convictions, qui a tout donné, qui a très peu reçu parce que ça a mis fin à sa famille, Ouais, ouais, il a perdu son emploi, et ça ouais. l'a mis à risque financièrement. Et comme je te disais, après la crise, on l'accusait de tentative de sédition, qui est vouloir renverser le gouvernement, ce qui était une grande absurdité, mais avec ça, on a réussi à le briser. Et il s'est retiré, et sa mémoire s'est effacée peu à peu dans les dernières décennies. Juste pour vous dire, quand il est décédé, il n'y a pas un média qui en a parlé. Donc, Non. moi, c'était important pour moi de mettre la lumière sur ce monsieur-là, mais sur tout le travail qu'il avait fait aussi. Mais tu le fais très bien. Puis là, tu as la chance, encore une fois, d'avoir le témoignage à la fois de l'épouse et de la fille. Puis ça donne une touche très humaine, évidemment. Monsieur Lemieux, tout à coup, il a une âme. Hein? Et à la fin, ce que tu nous dis sur la fin de sa vie, avec une musique aussi
assez grave, c'est comme d'une fin tragique, en quelque sorte, qui est pointée du doigt. Oui, c'est sûr. C'est une fin tragique, mais avec quand même un leg important, c'est que il a labouré la terre pour la loi 101. Donc, mais c'est sûr que lui, je pense que son leg collectif il est énorme, mais personnellement, c'est sûr que c'est tragique le reste de sa vie. Des questions de Camille Lorrain, mais est-ce qu'il y a un passage où Camille Lorrain le nomme explicitement là, et le Ben, remercie? pas explicitement, mais je veux dire, il a toujours dit, Camille Lorrain, que les événements de Saint-Léonard avaient été un moment de conscientisation fort au Québec, puis que c'est probablement grâce à ça, si ça n'avait pas arrivé, la loi 101, ça aurait probablement pris plus de temps. Ah oui. Mais je reviens sur cette idée. Moi, j'étais, en tout cas, le piano, là, il y a une utilisation de la musique, encore une fois, à la fin pour rendre le tout plus touchant. Il faut mettre de l'émotion quand même. Et l'émotion passe avec ce qui va être la fin, la mort, la perte, la disparition de ce monsieur Lemieux. Hein? Oui, puis c'est sûr que moi j'accorde toujours beaucoup d'importance à la musique. C'est Oui. Marc Gravel qui a fait la musique et ça s'est fait en parallèle au montage du film. Lui, pendant que le film se montait, je lui envoyais des scènes, puis il a été capable de trouver comme vous dites, la bonne émotion pour aller chercher, c'est ça, pour rendre justice à cette histoire-là. Là. C'est bien, en tout cas. Il faut oublier, je rappelle qu'il y a comme un système d'écho, là, parce que d'un côté, il y a aussi M. Baronnet, là, qui a aussi un vécu, il a une fin de vie pas très réussie. Hein? Réussi, il s'est fait mettre à la porte là, à l'hôtel de ville de Mais Saint-Léonard, donc c'est pourtant, c'était quelqu'un de très, très sincère, mais, hein? Fait que c'est c'est sûr comme que tu as ça. mis en parallèle deux Ouais. destins hein, qui ont changé, ils ont voulu changer, mais avec difficulté. C'est sûr que M. Baronnet, ça a mis fin à son projet politique, mais c'est bon. Après, lui, peut-être contrairement le mieux, il a pu continuer à prospérer dans le monde des affaires, mais c'est sûr que on dirait que Saint-Léonard, ça a donné beaucoup plus de perdants que de gagnants, parce que le mieux et Baronnet ils ont perdu beaucoup, mais de le gouvernement de l'époque, Jean-Jacques Bertrand aussi, qui a perdu là-dedans, il a perdu ses élections, il est mort peu de temps après, puis ça tue son parti, comme je disais tantôt. Donc, on dirait que ça fait beaucoup juste des perdants, mais à travers l'échec de Saint-Léonard, parce que ça finit avec l'adoption de la loi 63, ça reste que ça a quand même été la bougie d'allumage de la loi 101. Donc, c'est ça pour ça que je raconte cette histoire-là, qui est quand même assez importante dans ce récit-là. Ben moi, je l'ai reçu comme ça aussi, Félix. C'est très convaincant. Je rappelle, moi, j'ai été impressionné par la quantité, la qualité aussi des archives pour rendre ça encore plus vivant. Hein. On l'a tous peut-être vécu un peu, mais les archives remettent ça encore plus vivant. Hein? Ah, ben moi, c'est sûr que travailler avec les archives, c'est ma passion. Donc, Ben oui, c'est c'est vrai, tu as c'est fait ça fait aussi avec le film avec les rôles. de Paul Rose, ben oui. Exact. Puis non, parce que je trouve que c'est tellement riche. Puis, tu sais, au Québec, c'est difficile de faire des films d'archives parce que ça coûte cher. Il y en a très peu, pas parce que on n'a pas envie d'en faire, puis parce qu'on n'a pas le talent pour les faire. C'est que on n'a pas les moyens de se raconter. Puis c'est pour ça que des films comme Les Roses de Saint-Léonard, c'est long. Les Roses, ça m'a pris des années à financer. Saint-Léonard, ça a été plus rapide, entre autres grâce au succès des Roses. Mais ça reste quand même, travailler avec les archives, c'est un défi en soi. C'est vrai. Ben écoute, c'est tout le temps que nous avions, Félix. Je te remercie. Je te félicite vraiment pour ton film. J'espère qu'il va avoir tout le succès qu'on peut espérer, des rencontres avec des publics jusqu'au 17 décembre à Station Vue. Et donc, là, que on puisse, le monde au Québec découvre enfin une grande Oui, partie de notre histoire. Oui, il est à l'affiche un peu partout au Québec, puis moi, je me promène pas mal avec le film, puis à date, la réception est très bonne. Oh, oui, j'en doute pas. C'est certain, le film est intéressant à regarder et en plus, il nous apprend beaucoup. Ben écoute, merci. Merci, Félix. Un gros merci.